à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Didelot et Nathalie Piriou-Deslandes pour évoquer avec elles les principaux piliers de la transformation quand dans une entreprise, on veut se saisir de la thématique de la RSE. Christelle, Nathalie, je vais vous demander déjà peut-être de vous présenter votre activité. Parfait, moi je vais commencer. Donc effectivement, je m'appelle Nathalie Piriou-Deslandes, je suis ingénieure de formation et j'ai toute une carrière, enfin plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'innovation et de la qualité, où j'ai eu des postes de direction dans des grands groupes et des PME également et des ETI. Donc j'ai un large éventail d'entreprises dans lesquelles j'ai pu opérer. Et je suis passionnée par la RSE depuis je dirais de nombreuses années, voire des décennies, donc c'est un sujet qui me passionne. Christelle? Donc, je m'appelle Christelle Didelot. Moi, je suis experte dans les achats et en RSE. J'accompagne les entreprises à définir et à déployer leur politique achat, notamment à l'international. Donc, ça peut être soit dans des grands groupes ou des PME, souvent dans des contextes complexes et exigeants, avec différents degrés de maturité de la fonction achat. Et j'aime faire bouger les lignes et convaincre les personnes et les amener à faire autrement. Et ce qui me motive, c'est de créer de la valeur et notamment de faire de la RSE un levier de business et d'innovation. L'une comme l'autre, ce sont les entreprises qui vous démarchent en disant, ben voilà, on a envie de se lancer dans la RSE, on ne sait pas comment faire. Enfin, comment ça se passe la rencontre avec et l'expression du besoin? En fait, aujourd'hui, ça bruisse pas mal dans ce domaine-là. Et effectivement, les entreprises de plus en plus viennent un peu chercher de l'aide parce qu'elles ne savent pas comment faire. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup des enjeux climat, des enjeux de pollution, etc. Et c'est difficile, des fois, certaines entreprises, qui dépendent de leur taille et de leur structure, de savoir comment appréhender ça, comment concrètement transformer leur stratégie pour intégrer ces enjeux qui sont de plus en plus importants parce que la société s'en accapare, les consommateurs sont aussi en train de changer leurs habitudes. Donc ça devient vraiment un point de passage obligatoire pour beaucoup d'entreprises. Et je pense que l'époque, enfin ce qu'on vient de vivre avec le Covid, a été aussi un accélérateur, un catalyseur de la prise de conscience qu'effectivement, quand on parle des règlements climatiques, etc., ça vient dans notre vie quotidienne. Et voilà, depuis un an, mais au-delà de la prise de conscience, ils font comment? L'entrepreneur se dit, ou le dirigeant se dit, je vais engager une démarche RSE et j'appelle Christelle parce que je suis sur une notion d'achat responsable. Il tape sur Internet achat responsable, il rentre en contact avec Christelle et puis il part de zéro, c'est ça? C'est ça la démarche, Christelle? En fait, là, la démarche, c'est effectivement de trouver des interfaces un peu comme la cité de la RSE, en fait. Donc, des espèces de plateformes qui mettent les gens en relation, ça c'est le plus important, d'avoir des points centraux, en fait, où les gens peuvent discuter, échanger des thématiques et échanger des bonnes pratiques. Parce qu'en fait, voilà, l'idée, c'est de casser les silos et d'amener les gens à travailler en communauté. Donc, c'est vrai que l'interface de la cité de la RSE, par exemple, c'est pour ça qu'on est là ce matin, c'est un endroit privilégié et je crois que ces endroits-là vont se développer et parce que c'est là que se croisent les besoins et les compétences. Et c'est ça qui va faire le moteur de la transformation, il me semble. Et donc, Christelle, vous avez, alors on déflore un peu le sujet sur les piliers de la RSE. Donc, vous prenez le fait qu'une politique d'achat responsable, c'est déjà poser les bases d'une politique RSE dans une entreprise. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on constate bien aujourd'hui que les entreprises se transforment d'abord par l'amont, c'est-à-dire par la R&D et la fonction achat. Et ce sont les deux fonctions que nous représentons, Nathalie et moi. Donc aujourd'hui, on constate que la fonction achat, notamment, est de plus en plus stratégique parce qu'elle répond à différents enjeux, notamment des enjeux de business, puisque grâce aux achats, on peut être amené à créer de nouveaux marchés et donc de répondre à différents enjeux, notamment aux enjeux de RSE à travers les achats responsables. Oui, et puis je dirais en fait, du coup, moi j'ai pas mal
théoriser, enfin, tout ce qui est méthodologie qui peut aider facilement les entreprises à se transformer. Donc, par exemple, j'ai développé une méthode, moi, par rapport aux ODD, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, ODD, ça veut dire? les ODD, c'est donc les objectifs de développement durable qui ont été créés par l'ONU en 2015. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, pardon de décrypter. Absolument, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, donc qui a développé un agenda, ce qu'ils ont appelé l'agenda 2030. Donc, ils ont défini une feuille de route, un blueprint de 17 ODD qui se décline ensuite en 169 sous-cibles. Et c'est vraiment une espèce, effectivement, d'analyse, de grille d'analyse universelle qui est intéressante, qui permet aux entreprises de comprendre quelles ODD de quelles ODD elles vont se saisir. Du coup, ça leur permet de se recentrer sur leurs activités et d'analyser toute leur chaîne de valeur, en fait. Donc, effectivement, de partir du sourcing, mais après aussi d'intégrer les problématiques que ça peut avoir dans la logistique, dans la partie opérationnelle, dans la partie conception des produits et in fine, même dans la partie l'après-vie du produit, parce qu'on parle d'économie circulaire, etc. Donc, ça donne vraiment une méthode pour analyser ces enjeux, les raccorder à cette grille universelle et ensuite bâtir des plans d'amélioration qui vont vraiment dans le détail, parce qu'en fait, pour chaque action qui sera décidée, il faut qu'elle corresponde à un impact, que cet impact soit mesuré au point de départ et qu'on cherche à l'atténuer, ou au contraire, si on travaille sur des impacts positifs, à ce moment-là, on va chercher à l'améliorer, etc. Et cette méthodologie, elle requiert, elle est aussi en relation avec la norme ISO 26000, qui est donc une norme qui n'est pas contraignante, mais qui veut aider aussi les entreprises à se bâtir une gouvernance responsable. Ça permet de changer la façon de manager en interne, de créer un collectif, de casser aussi la façon des silos en interne, de ne plus rendre les gens simplement des exécutants, mais de les amener à apporter leur contribution et de travailler toute cette partie en jeu ensemble, que ce soit vraiment le fruit d'un consensus. Et après partir dans une vraie démarche d'amélioration continue, très, très structurée, en capitalisant tous les efforts qui sont faits et en mesurant tous les progrès, de façon qu'après, je dirais, ça fait aussi partie du patrimoine de l'entreprise, de créer un storytelling par rapport à tout ce qui est fait, à titre d'exemplarité en interne, mais aussi pour s'en servir de communication à l'externe, pour démontrer qu'effectivement, le progrès est possible, que ce n'est pas à pas, et que c'est tout un chemin, mais qu'il est très intéressant, il est passionnant pour les équipes, et qu'ensuite on peut embarquer ce qu'on appelle les parties prenantes externes, donc ces fournisseurs, mais aussi des associations, enfin tous les gens qui peuvent être intéressés par nos produits, et ça crée une sorte d'émulsion et qui amène les gens à échanger les bonnes pratiques, etc. Donc c'est cette transformation-là qui est vraiment multidirectionnelle, et donc qui est compliquée à comprendre au départ, mais quand on commence ce dessin, à projeter cette vision, on embarque les gens. Et là, on est surpris parce que moi, je lis plein de choses en ce moment, et il y a des entreprises qui se sont lancées là-dedans il y a par exemple 25 ans, et qui racontent comment elles ont vécu ça, et c'est passionnant, quoi. Donc, autant la transformation peut faire peur, mais en se servant de tous ces exemples positifs, ça rend la chose vraiment enthousiasmante, et on peut le faire, quoi, je veux dire. On sent l'enthousiasme, hein, Nathalie, on sent l'enthousiasme, mais néanmoins… qui sont très fortes, mais le chemin est dur, mais passionnant. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on sent l'enthousiasme, mais en même temps, ça n'a pas l'air d'être un chemin facile. Alors, on le connaît bien et nos spectateurs ont déjà vu pas mal d'émissions sur le sujet. Mais donc, si je comprends bien votre discours à toutes les deux, c'est un chemin enthousiasmant qui permet de lever beaucoup de sujets et de faire progresser l'entreprise. Et Christelle dit, commençons-le par les achats. C'est ça le message? Parce que c'est le plus pratique, c'est le plus directement perceptible? Non, c'est pas ça, mais en fait, les achats représentent quand même 50 à 60% du chiffre d'affaires des entreprises en moyenne. Donc, ne pas commencer à adresser une politique achat responsable, c'est faire l'impasse sur une énorme partie de son chiffre d'affaires.
Et ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre financières qui peuvent être obtenues sur les achats parce qu'on se rentre dans une démarche responsable. On va économiser sur ces achats parce qu'on rentre dans cette démarche-là, c'est ça? Moi, je n'oppose pas la RSE avec l'aspect économique des achats, hein, puisque de toute façon, on a bien un volet économique dans le triptyque de la RSE. Et, le triptyque de la RSE, c'est économique, social, environnemental. Donc les choses ne s'opposent pas, mais par contre, c'est vrai que ça nécessite d'avoir une démarche différente et notamment qui permet de s'interroger à toutes les étapes du processus de sourcing. Et cette interrogation permet de faire une optimisation derrière de ces achats et donc des économies. C'est ça la logique, tout en étant plus responsable et donc en engageant sa chaîne de sous-traitance aussi vers la responsabilité, c'est ça? Exactement. Il y a un aspect économique, mais pas seulement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on commence la phase de sourcing, la première étape, c'est la rédaction du cahier des charges. Eh bien, la première question à se poser, c'est comment vais-je faire émerger le juste besoin à travers la rédaction de mon cahier des charges? Là, c'est une approche qui est quand même assez novatrice parce que assez peu d'entreprises aujourd'hui se posent ce type de questions. Et en même temps, c'est important de se poser la question de l'impact de mes achats au niveau économique. Est-ce que je suis dans une logique de maîtrise durable des coûts ou est-ce que je suis dans une logique très court-termiste? Et également, il n'y a pas que l'aspect économique qui a à prendre en compte. Quand on réalise un achat, je pense qu'il est important de se poser la question aussi de l'impact social de l'achat et sociétal. C'est-à-dire, est-ce que je privilégie de faire travailler plutôt des PME ou des grands groupes? Est-ce que je souhaite avoir recours au secteur protégé, adapté, avoir recours à l'insertion? Est-ce que j'envisage de relocaliser mes achats ou non? Et si c'est le cas, quel sera l'impact sur l'emploi? On voit bien que ça lève tout un tas de réflexions de fond. Et aussi, sans oublier l'aspect environnemental, puisque à chaque fois que l'on achète, il faut se poser la question de les achats que j'acquiers, sont-ils des produits polluants et quel est l'impact carbone? Alors, je pense qu'à ce stade-là, on peut peut-être mettre en perspective ces actions, ces engagements que vous identifiez, qui certes prennent du temps, mais avec le retour sur investissement. Et à Stella et à on cite souvent une étude de la Banque de France qui date de 2015, Banque de France, Audencia, Lille et Nantes, pardon, et CJD, qui démontre que les entreprises qui s'engagent dans une démarche de ce type-là sont in fine 13% plus rentables et plus pérennes que leurs consoeurs, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce qui veut dire que derrière le travail que vous listez là, il y a si je comprends bien, une réflexion qui va au-delà du simple cahier des charges, une vraie réflexion sur le pourquoi et le comment et le avec qui, et qu'on optimise. Finalement, on rentre en phase d'optimisation et ce faisant, on génère soit une réduction de coûts, soit une amélioration de chiffre d'affaires, une optimisation d'un process. C'est bien ça? Oui, disons qu'en même temps, il faut avoir une approche de coût global pour comparer les choses de façon comparable. C'est-à-dire que quand, par exemple, on veut savoir si on a intérêt à acheter localement ou dans un pays low cost, il ne faut pas simplement comparer un coût de produit, mais il faut intégrer tous les surcoûts additionnels masqués que génère un achat dans des pays low cost, par exemple. Donc ça, c'est une approche différente. Mais après, c'est vraiment plus une question de valeur, parce que je citerai par exemple un exemple peut-être que vous connaissez, c'est une société qui crée une chaussure qui s'appelle la chaussure Veja, et qui depuis 15 ans en fait a décidé justement, elle est partie de cet aspect achat responsable, elle est partie faire un sourcing direct de ses produits, matières premières en Amazonie, donc plus d'intermédiaires. Donc ils ont mis en place, du coup ils ont construit des filières pour le caoutchouc, pour le coton, pour le cuir, etc., en souvent travaillant sur la valorisation de sous-produits. Par exemple, le cuir, c'est un sous-produit d'un élevage de bétail qui est destiné à la boucherie, à la viande, en fait. Et donc, parce que c'est ça aussi, c'est
travailler avec des produits qui sont considérés, des matières premières qui ne sont plus des matières premières vierges, mais qui sont des sous-produits en fait d'autres filières. C'est ça tout l'intérêt en fait aussi. Et à partir de là, ils ont alors et là aussi l'importance du management et de travailler plus les soft skills que les hard skills, parce qu'en fait on a tout à réapprendre en fait. Ils disaient au départ, on a construit nos chaussures, on ne savait pas bien les faire, on a appris en marchant. Et aujourd'hui, ils ont des chaussures pour des chaussures, c'est normal, on est bon. En plus, c'est normal. Des chaussures de qualité qui sont à des prix comparables à des belles chaussures voilà, de grandes marques, etc. Sauf qu'ils n'ont aucun marketing, enfin, il n'y a pas de pub. Leur storytelling est exclusivement basé sur ces achats responsables, sur le sourcing, sur le fait effectivement de travailler avec les communautés locales là-bas en Amérique du Sud, etc. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas simplement un ratio coût de revient, rentabilité, etc. C'est recréer des filières et en intégrant les besoins humains des populations locales, que ce soit ailleurs, comme là en Amazonie, mais aussi en France, c'est pareil. Il y a une grande réflexion en ce moment sur toute l'industrie textile qui est en train aussi d'envisager de mieux recycler. Il y a une étude récemment qui a fait une empreinte carbone des produits donc, textiles voilà, qu'on commercialise aujourd'hui en France. Elle est désastreuse en fait, parce que tout vient d'Asie, etc. Et on voit bien qu'effectivement, il y a un mouvement d'ensemble pour avec l'émergence d'acteurs qui fonctionnent différemment. Et je vais prendre un exemple. On m'a offert il n'y a pas très longtemps une chemise qui a mis un certain temps à arriver parce qu'elle a été produite à partir du moment où il y a eu suffisamment de commandes pour enclencher. Absolument. Il y a cet aspect-là aussi, oui. À partir de matériaux qui étaient bien gérés, mais y compris en ne générant pas de déchets par un excès de vente. Voilà. Donc, il y a effectivement toute une chaîne de valeur qui se met en place en termes d'achat dans cette logique-là, y compris pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de choses pour les entreprises et par les entreprises, mais on parle même aussi au quotidien. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde cette émission peut trouver aujourd'hui assez facilement sur Internet pour quasiment toutes ces activités des fournisseurs issus ou des magasins issus de cette logique-là qui devient de plus en plus importante. Ce que j'entends de cet échange aussi, justement Rémi parlait de chaîne de valeur, c'est qu'en entrant par un de ces piliers que l'on évoquait, on pouvait ensuite dérouler le fil de la RSE et ensuite s'inscrire beaucoup plus pleinement sur l'ensemble des sujets. Christelle évoquait les politiques, pour ensuite déployer un plan RSE beaucoup plus large. Ce sont des points d'entrée en fait. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui fourmillent de tous les côtés qu'il faut trouver effectivement un point d'entrée et un fil directeur. Et ensuite, l'idée, c'est de cristalliser tout autour, en fait. À un moment donné, quand on a défini un certain nombre de plans et puis voilà qu'on se met dans cette démarche de progrès et qu'on recrée de la valeur, et bien à ce moment-là, on peut aborder d'autres problématiques. Mais après, il y a aussi une histoire de priorisation, bien sûr, parce que les entreprises, voilà, comme toute organisation, il faut fixer des budgets, il faut fixer des calendriers, il faut se projeter dans l'avenir. Il faut être accompagné pour y arriver, Nathalie. Et voilà, absolument. Il vaut mieux être accompagné parce qu'on gagne du temps, en fait. Et puis Quelle belle conclusion, c'est merveilleux. Et on a plus de fun également. On peut commencer par les achats responsables avec Christelle, se faire accompagner par Nathalie et demander à la Cité de la RSE de vérifier si le process est global. Et voilà quel bel écosystème. Je crois que la boucle est bouclée. En tout cas, c'est un chemin de transformation qui est vraiment passionnant. Ouais. Il y a les valeurs et il y a aussi profiter de tout ce que nous apportent les avancées technologiques, parce qu'en fait, il y a plein de solutions qui demandent aussi qu'à être transposées. Merci en tout cas d'avoir fait une émission démonstration. C'était parfait. Merci Christelle, merci Nathalie et à bientôt Rémi. Merci à vous. Et au revoir à tous. Merci. Au revoir.